Donc le problème du set cover, c'est un problème qui est fondamental parce qu'il s'agit d'un des premiers problèmes qui a été étudié et pour lesquels on a montré que ce problème était NP complet. Alors je vous rappelle, quand on a vu le cours sur la complexité, qu'il y a toute une classe de problèmes qui sont dits NP complets, parce que c'est des problèmes pour lesquels il est très facile de vérifier, si on vous donne une solution, que cette solution est effectivement une solution. D'accord? On peut le faire en temps polynomial. Mais par contre, trouver une solution optimale, ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui, en l'état actuel des connaissances, nécessite un temps de calcul qui est exponentiel en la taille des données. Et les problèmes NP complets, ça forme un noyau, c'est-à-dire que entre tous ces problèmes-là, il existe une transformation polynomiale, donc très rapide, qui permet de transformer un problème, une instance d'un problème, en une instance d'un autre problème NP complet. Ça signifie que si vous êtes capable de résoudre en temps polynomial un problème NP complet, en fait, vous avez été capable de résoudre en temps polynomial tous les problèmes NP complets, et vous aurez montré que P est égal à NP. Et vous gagnez $1 million. Alors, ce problème du set cover. Donc, au départ, on a une collection, on a un univers, d'accord, avec des éléments. Donc là, vous voyez, sur l'exemple 1, vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Ça va être notre univers. C'est les éléments qui vont être présents dans des sous-ensembles. Et ensuite, vous avez S, une collection de sous-ensembles. Alors là, pour l'exemple, je vous en ai mis 3. Et chaque sous-ensemble ne peut contenir que des éléments de votre univers. D'accord? Ce sont des sous-ensembles des éléments de l'univers. La question, c'est est-ce qu'il existe déjà un sous-ensemble permettant de couvrir tous les éléments de l'univers? Bon, la réponse elle est triviale, là pour notre exemple c'est oui, parce que si on prend l'union de E, U et P, on a bien tous les éléments, 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc on a bien une couverture de tous les éléments de notre univers. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est le problème de minimisation qui est associé, qui est de savoir quelle est la taille minimum de la solution. Et la taille d'une solution, c'est le nombre des sous-ensembles qu'on va utiliser dans notre solution pour couvrir tous les éléments de l'univers. Par exemple, si on prend E et I, c'est une couverture, c'est une solution, parce que avec juste ces deux sous-ensembles, on aura bien couvert 0, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Alors couvert, ça veut dire que ces éléments font partie de nos sous-ensembles. Et alors, dans la version que je vous propose, il suffit, il est tout à fait possible qu'un élément soit contenu dans plusieurs ensembles. Ça, c'est pas un problème du tout. D'accord? Alors, évidemment, l'union entre E et P n'est pas une solution, parce que comme vous pouvez le voir, si on fait juste l'union entre E et P, on n'aura pas l'élément 1. Donc, on n'aura pas couvert notre ensemble de départ. Donc, de ce point de vue-là, ce ne sera pas une solution. Alors, bien entendu, on peut avoir on peut avoir un univers aussi grand qu'on le souhaite, et on peut avoir une collection S aussi grande que l'on souhaite. D'accord? Donc, l'univers, c'est une donnée, et ensuite S, ça va être un certain nombre de sous-ensembles, donc une donnée plus importante. Quand on va évaluer la complexité de l'algorithme qu'on va réaliser, vu que c'est exponentiel en la taille des données, ce sera exponentiel en fait en la taille de l'ensemble S. Vous comprenez? Voilà. Donc on va essayer de programmer ce truc-là. Alors, pour représenter les choses un peu plus facilement, je vous ai invité à représenter les données sous forme d'une matrice. C'est-à-dire, en largeur, c'est votre univers, et sur chacune des lignes, d'accord, donc chaque colonne va représenter les différents éléments de votre univers, et chaque ligne va représenter un sous-ensemble.
Quand on considère un sous-ensemble, par exemple si on considère le sous-ensemble D, là que je surligne, bah, ce que vous pouvez voir, c'est que quand il y a un 0, ça veut dire que l'élément qui correspond à l'élément 1 n'est pas présent. L'élément 2 n'est pas présent. L'élément 3, il est présent, etc., etc. Donc en fait, l'élément D, le sous-ensemble D représente un sous-ensemble qui contiendrait l'élément 3, 5 et 6. D'accord ? Vous arrivez à lire? C'est assez gros sur vos écrans? Ouais. Ok. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est pour les tests, je vais tout de suite réaliser un fichier texte qu'on va ouvrir, charger, et il va nous retourner une matrice. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc qu'on va faire. Donc, drapeau D. Je vais aller dans mes projets en C. Il y en a un que j'ai appelé setCover. SetCover. Alors, exemple 1.txt. Et puis dedans, je vais vous mettre voilà. Alors oui, il y avait une erreur, donc c'était 7 et 6, voilà. Donc la première valeur, le premier entier va représenter le nombre de cases présentes dans chaque ligne, c'est-à-dire le nombre de colonnes. Et la deuxième valeur va représenter le nombre de lignes de votre matrice. Alors, tout d'abord, on va ouvrir le fichier en mode lecture. Donc ça, vous y êtes à peu près tous arrivés. Alors, si jamais il y a un problème lors de l'ouverture, ça veut dire que le fichier n'est a priori pas présent à l'endroit que vous lui indiquez. Mais si vous ne... Vous voyez là, moi je présente exemple 1.txt. Donc ça, il va automatiquement chercher un fichier qui porte ce nom-là dans le répertoire dans lequel ça s'exécute. D'accord ? Voilà, donc s'il y a un problème, on affiche ça, un petit peu, hop. Et on sort en disant, il y a eu un blême, ça s'est mal passé. Ensuite, on va lire notre fichier, mais n'oublions pas qu'on va fermer le fichier. Voilà, n'oublions jamais ça. Voilà, on exécute, pas de souci. Donc moi, il arrive à ouvrir le fichier a priori, vu qu'il n'est pas rentré dans mon test. Et donc, on va lire d'abord la taille de l'univers, puis la taille de S. Alors, pour lire un entier dans un fichier, on utilise fscanf. Donc dans FP, on va lire quoi? Un entier, donc %D, et on va le placer dans taille U, taille univers. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec S.
taille S, et puis pour le moment, on va voir si on les a bien récupérés. On va voir si on les a bien récupérés. Printf %d %d. Je n'oublie pas de déclarer mes deux entiers. Int taille U taille S. Tac. J'ai bien récupéré mes deux entiers, c'est formidable. Alors, un point qui vous a embêté, qui vous a fait vraiment bloquer tous au moins un instant, à part 2-3 groupes qui étaient un peu autonomes, ça a été de lire la matrice. Et alors là, je tiens à revenir sur un truc parce que c'est assez délicat. Vous comprenez que la matrice ici, donc dans mon fichier texte, si on regarde ce qui est présent dans un fichier texte, qu'est-ce qu'on a? On n'a jamais eu des entiers. On n'a que des caractères. Chaque élément qui est présent dans mon fichier est un caractère. En particulier, quand j'ai fait fscanf et que j'ai placé dans taille U et dans taille S, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, on va lire une chaîne de caractères, parce que j'ai mis des guillemets. Donc, on va lire une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, tu vas l'interpréter comme si c'était un entier. Et à ce moment-là, cet entier que tu auras interprété, tu vas le placer dans taille U ou dans taille S. Si on fait la même opération avec les lignes de la matrice, là, on va avoir un gros problème parce qu'on va lire cet entier-là en décimale. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est pour chacune des cases de la matrice, savoir s'il y a un 1 ou un 0. D'accord? Donc, il va falloir lire caractère par caractère. Et si ce caractère, c'est un 1, alors on va mettre la valeur 1 dans notre matrice. Et si c'est un 0, alors on va mettre le caractère 0, alors on va placer la valeur 0 dans notre matrice. Alors, on va faire une double boucle, d'accord? On connaît exactement le nombre d'éléments présents dans notre matrice, vu qu'ils sont déterminés par taille U et taille S. Donc déjà, si vous utilisez une boucle while, ça pose un problème conceptuel parce que ça veut dire tant que quelque chose, alors je vais réaliser une certaine opération. Généralement, votre tant que, il est lié à tant que je n'ai pas rencontré la fin du fichier. Alors là, étant donné le contexte, je vous le dis clairement, c'est le meilleur moyen de déborder dans la mémoire. Et donc de faire planter votre programme, et vous avez des erreurs, vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a des caractères bizarres, etc., etc. Donc là, vous connaissez exactement le nombre de colonnes, vous connaissez le nombre de lignes, donc ne vous embêtez pas, vous faites une double boucle imbriquée. Alors, on va faire une boucle qui va lire chacun des éléments pour 0 jusqu'à taille U. Taille U, c'est quoi? C'est le nombre de colonnes. On est d'accord? Et cette opération-là, on veut la répéter pour chacune des lignes. Donc cette boucle-là, on va l'imbriquer dans une autre boucle qui va être liée au nombre de lignes. Donc for j égale 0. Voilà, je déclare mes variables. Et à chaque fois, on va lire un caractère. Alors, pour lire un caractère dans un fichier texte, c'est égal f_getC. Et on lui donne en argument le pointeur du fichier. Alors, je reviens aussi sur une question qui m'a été posée. Chaque fois qu'on lit quelque chose dans un fichier,
Est-ce que ça fait bien avancer le curseur de lecture dans le fichier? Oui, bien sûr, c'est même à ça que ça sert. Alors, dans un premier temps, on va juste réaliser l'affichage de la matrice. Quand on réalise l'affichage, regardez, il manque des caractères ici. Vous voyez? Et si on compte le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai bien le bon nombre de colonnes. Mais par contre, 1, 2, 3, 4, 5, c'est lors de la 6e ligne qu'on a un problème et que tous les caractères ne s'affichent pas. Alors, là, le problème, c'est que je suis sorti de ma double boucle quand j'avais lu le bon nombre de caractères. Là, on affiche une ligne et puis on saute une ligne. On affiche une ligne et on saute une ligne. À chaque fin de ligne, vous avez un saut de ligne. Ça veut dire que si vous oubliez de lire ce caractère saut de ligne, vous allez le compter dans les caractères que vous aviez prévus pour votre matrice. C'est-à-dire 7 fois 6. Mais en fait, à chaque fois, c'est 8 fois 6 qu'il va falloir lire. Parce que c'est 7 plus le caractère saut de ligne. Alors, pour résoudre ce problème-là, c'est pas très compliqué. À chaque fin de ligne, on sait que on sera positionné sur le caractère anti/n, et donc on va lire le caractère et le consommer sans l'afficher. Voilà, et là ça va fonctionner, on va voir tout... Ouais, voilà, c'est bon. On n'a plus nos anti/n, donc on n'a plus qu'à... Si je veux l'afficher, printf, anti/n. Voilà. Merci les amis. Voilà. Et on a bien de cette valeur, et voilà. Donc là, on a récupéré la matrice. On va en faire une fonction, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, bien entendu, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va allouer dynamiquement la mémoire. D'accord? Donc, on va créer une fonction qui va nous allouer dynamiquement la mémoire de la matrice, parce que là, on l'affiche, c'est bien, mais... Création matrice, int largeur. Voilà, int étoile étoile math égale étoile étoile. Non, attendez, c'est x, ça va être... plus. I égale, et donc on alloue un autre tableau qui va être notre tableau d'entier, malloc de size of hauteur, non, size of int fois hauteur. La claque, hop. Voilà, là on a notre matrice à 2 dimensions et on retourne notre pointeur vers la matrice. Voilà. L'allocation dynamique à 2 dimensions, ça va pour tout le monde ou il faut que je réexplique? Ça va? Ok. Alors, int étoile étoile, chargement. Fichier, donc on va lire le fichier à cet endroit là, donc c'est-à-dire on va avoir un char étoile nom qui va être le nom du fichier,
et on va lire le truc. Alors, tout ça. On va le placer là. Donc là, on va lire notre fichier et on tourne math. Voilà. Sachant que ici, je vais déclarer la matrice int étoile étoile math. Voilà. Donc, on a la largeur en premier et la hauteur en deuxième. Donc, on va le récupérer. On va se mettre ici. Et on va charger, on va allouer notre matrice. Math égale, donc création de matrice. Et alors là, la largeur ici, c'est taille U. Et la hauteur, taille S. On va appeler la fonction avec exemple1.txt et quand on ouvre notre fichier, on va ouvrir le nom qui lui est passé en argument, c'est-à-dire nom. Voilà, donc là on va ouvrir le truc, on va charger automatiquement donc taille U et taille S depuis le fichier qu'on vient d'ouvrir. Taille U et taille S vont nous donner les dimensions de la matrice qu'on doit allouer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va affecter la bonne valeur dans notre tableau. Alors, pour affecter la bonne valeur dans notre matrice, donc on va être dans quelle case? On va être dans la case donc X puis Y, d'accord? Abscisse puis ordonnée. Donc d'abord la variable I, puis la variable J. D'accord? Et dedans, on va mettre soit la valeur 0, soit la valeur 1, en fonction qu'on vient de lire le caractère 0 ou qu'on vient de lire le caractère 1. Deux techniques, hein. Soit on fait un if, c'est le caractère 0, alors je place 0, sinon je place 1. Sinon, on peut aussi mettre le caractère, on va mettre C, moins, et puis le caractère 0. D'accord? Ça peut faire un décalage et servir au même. D'accord? On va utiliser le if parce que je vois que ça lève la tête. Alors, if, c'est égal le caractère 0. Voilà, si C est le caractère 0, math de IJ est égal 1 à 0, pardon. Et sinon, on met 1. Voilà. Plus besoin d'afficher. On va juste vérifier, réaliser une fonction d'affichage de la matrice pour vérifier qu'on a bien chargé la bonne matrice. Déjà, on va le lancer pour voir si ça ne plante pas, parce qu'on n'est jamais à l'abri de cette... Qu'est-ce qui ne va pas là? Oui. Voilà. Ok. Tac, int i et j. Alors, donc pour chaque élément d'une ligne, on va afficher printf %d virgule mat de i j. Ensuite, on saute une ligne.
Et on va mettre ça dans une boucle pour j qui vaut 0. Tant que j est inférieur à hauteur, j plus plus. Tac. Bon, vous priez avec moi hein, que ça affiche la bonne matrice, parce que sinon, on n'est pas rendu. Hop, alors math égale chargement. Voilà. Oui, alors, il faut peut-être lui passer la matrice en argument, effectivement. Voilà, et j'ai oublié, quand on crée la matrice, non, c'est pas quand on crée la matrice, c'est quand on va charger la matrice. Quand on va faire le chargement depuis le fichier, qu'est-ce qui va se passer? On va allouer dynamiquement la matrice. On est d'accord? Et on retourne le pointeur vers la matrice. Quelle va être la largeur et quelle va être la hauteur de cette matrice? Là, c'est une information qui est perdue. On est d'accord? Donc, il faudrait qu'on puisse retourner ces valeurs-là qu'on a chargées depuis le fichier. Malheureusement, on ne peut retourner qu'une seule information. Donc, soit on crée une structure qui va contenir un pointeur pour la matrice et deux entiers. Ça, c'est une première possibilité. Soit on passe deux pointeurs d'entiers en paramètres et on va modifier ces paramètres-là, enfin ces pointeurs-là, pour que les modifications soient valables en dehors de la fonction. Bon, le plus propre, c'est de faire une petite structure. Donc, on va définir une structure. Struct, matrice, qui contiendra donc un int étoile étoile mat, int largeur, int hauteur, voilà, matrice mat, ensuite, alors chaque fois qu'on va faire mat, c'est mat.mat qui est égal, qui va contenir du coup l'adresse de la matrice qui aura été allouée. Voilà, ensuite c'est mat.mat qui va mat.mat, tac tac tac, et on a ici mat.hauteur qui est égal à taille S et mat.largeur qui est égal à taille U. Hop. On retourne mat, et du coup ici c'est plus un int étoile étoile qu'on retourne, mais un struct matrice. Mat égale chargement du fichier, et ensuite on n'a plus qu'à faire mat.la matrice pour afficher mat.largeur et mat.hauteur. Tac, alors qu'est-ce que j'ai? Oui, struct matrice. Ah oui, là, ça n'est plus bon. On peut plus... Alors, oui, là, j'avais un type de retour qui était un entier, donc du coup, ça n'est plus compatible. Alors, donc là, ce qu'on peut faire, plutôt que de faire ça, c'est faire exit.
Normalement, ça devrait passer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. C'est bon, on arrive à récupérer notre matrice. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a notre matrice et qu'on l'a mis dans une belle structure. Donc maintenant, ce qu'on va chercher, c'est à énumérer toutes les combinaisons possibles des sous-ensembles, d'accord, de sorte à obtenir, à trouver le sous-ensemble le plus petit qui permet de couvrir tous les éléments de notre univers. D'accord? Donc on va appeler une fonction qu'on va appeler setCover. Enfin, énumération, allez, énumération. Et on va lui donner math en argument. Voilà. Struct, matrice, math. Alors, je vous rappelle que pour énumérer tous les sous-ensembles possibles, quand vous avez un ensemble de taille n, le nombre de sous-ensembles possibles, il est de 2 puissance n. C'est-à-dire vous avez l'ensemble vide, ensuite vous avez tous les ensembles à un élément, tous les ensembles à 2 éléments, etc., etc. Donc en fait, il y a 2 puissance n sous-ensembles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur le fait que les entiers représentés en binaire vont énumérer tous ces sous-ensembles-là grâce à leur valeur, à leur décomposition en binaire. D'accord ? Alors, le nombre d'ensembles. D'accord ? C'est la variable qui va contenir la valeur 2 puissance n. Enfin, 2 puissance le nombre d'ensembles. Ok ? Alors là, il se trouve que notre structure matrice contient la largeur, et que la largeur, c'est le nombre d'éléments présents dans... non, attendez, c'est la hauteur qui va être le nombre d'ensembles qu'on va énumérer. D'accord ? Donc, vous allez avoir, ça représente S, et c'est la taille de S, vous allez considérer tous les sous-ensembles possibles de S. Donc, on doit avoir 2 puissance la taille de S valeur à I, enfin dans notre variable d'énumération, et qu'on va décomposer, qui vont correspondre à chaque fois à un sous-ensemble. D'accord ? Donc, NB ensemble, c'est égal à 1 puissance, combien puissance, enfin c'est à 2 puissance, math, point, la hauteur. Printf %d. Donc on a 6 lignes, donc on devrait avoir 2 puissance 6 sous-ensemble. Donc, je répète, là, on a une certaine taille d'univers, c'est une chose. Nous, ce qu'on veut calculer, c'est tous les sous-ensembles possibles parmi les sous-ensembles de S. Toutes les combinaisons possibles. D'accord ? Donc là, on pourrait très bien n'en sélectionner aucun. On pourrait juste sélectionner l'ensemble E, ou l'ensemble I, ou l'ensemble P. On pourrait ensuite sélectionner l'ensemble E union I, l'ensemble E union P, ou l'ensemble I union P. Ou on pourrait aussi sélectionner l'ensemble E union I union P. Voilà. Donc vous voyez bien que le nombre de combinaisons, il est lié à la taille de l'ensemble S
mais pas à la taille de l'univers. Voilà, donc on va avoir 64 combinaisons possibles. Alors, pour i qui va de 0, i inférieur à nb ensemble, du coup, /n, on va afficher la valeur de l'entier qu'on est en train de considérer. Ensuite, on affichera sa décomposition en base 2. Mais déjà, voilà, on les énumère. De 0 inclus à 64 exclu. Donc, on va décomposer en base 2 l'entier i, et le résultat, on va le placer dans un tableau temporaire. D'accord? Donc, temp. Bien sûr, temp, c'est un int étoile qu'on va allouer une fois et une seule fois. Donc, temp est égal à int étoile malloc de size of int fois. Et alors, combien est-ce qu'on veut d'éléments dans notre tableau? 1 pour chaque ensemble possible présent dans S. D'accord? Parce que quand on aura la décomposition en base 2, le IM élément, la IM case de ce tableau-là, si elle vaut 0, ça voudra dire on prend ce IM ensemble de S dans notre solution. Si ça vaut 0, on ne le prendra pas. Donc si ça vaut 1, on le prend. Si ça vaut 0, on ne le prend pas. D'accord? Voilà, et c'est le nombre de lignes, donc c'est la hauteur. Voilà. Alors, on va décomposer en base 2, donc on a un entier i, int nb, c'est notre nombre qu'on reçoit, qu'on doit décomposer en base 2 dans un tableau temp, et il faut réindiquer aussi la taille de cette décomposition en base 2, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on va placer dans notre tableau. D'accord? Donc, on n'oublie pas de remettre mat.hauteur qui va être notre, la taille de notre ensemble. Voilà. Alors, on sait exactement combien on va avoir d'éléments. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer en base 2. Il y a toujours la question du sens dans lequel on va décomposer les entiers. Je vais le mettre bien proprement dans le tableau. C'est-à-dire que je vais mettre le bit de poids faible à l'extrémité droite du tableau. Mais dans le cadre de notre application, ça n'a aucune importance. On pourrait très bien placer la décomposition en base 2 à l'envers, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est d'énumérer tous les cas. D'accord? Donc ça reviendrait au même. Donc, pour i qui va de taille moins 1 inclus, tant que i est supérieur ou égal à 0, et à chaque fois, on va faire i moins moins. D'accord? Donc ça, c'est le nombre d'opérations qu'on va réaliser. Et donc, je vais placer dans temp de i, je vais placer quoi? Je vais placer nb modulo 2.
d'accord? C'est-à-dire le reste de la division par 0, enfin par 2, donc soit 0, soit 1. Ensuite, le nombre qu'on a, NB, on va le diviser par 2. Alors une division entière, ok? Alors on pourrait faire NB égale NB sur 2. Est-ce que vous voyez une solution plus rapide? Bon, je laisse, mais sachez qu'on a fait de la décomposition, enfin on a fait du décalage de bits. Quand on décale les bits vers la gauche, c'est comme si on multipliait par 2, hein, parce qu'on est en binaire. Si on décale les bits d'un cran vers la droite, c'est comme si on divisait par 2. Donc c'est plus rapide, donc on pourrait très bien faire NB égale NB décalé de 1. Ça reviendrait au même. D'accord? Ça va pour tout le monde? NB égale NB divisé par 2. Voilà, c'est la même chose. Autre chose à faire à votre avis? Voilà, normalement c'est bon, on a notre décomposition en base 2. Donc, on va l'afficher quand même. Donc pour J qui va de 0, J inférieur à mat.hauteur, parce que c'est le nombre de cases de nombre de décomposition en base 2, on n'oublie pas, c'est pas la largeur, J++, printf %d, virgule, temp de J. Voilà. Alors, ce que vous pouvez voir comme résultat, là, effectivement, au départ, la décomposition en base 2 de 0, bah, c'est que des 0. Ensuite, on a 1 qui apparaît. Là, c'est 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. On a bien la décomposition en base 2 qui est assez propre. D'accord ? Voilà. Là, pour ce qu'on arrive à faire, c'est énumérer toutes les valeurs de 0 à 2 puissance ce qu'il nous faut. À chaque fois, on est capable de réaliser une décomposition en base 2. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va essayer juste d'afficher les éléments couverts par nos ensembles. D'accord ? Ce qu'on veut, imaginez, j'ai 0, enfin chaque décomposition en base 2 va correspondre à est-ce que je prends une ligne ou pas. On est d'accord. Admettons que je prenne la première ligne et la dernière ligne. Donc que mon entier que j'ai décomposé ce soit 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ça veut dire que je prends la première ligne et la dernière ligne. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si c'est une solution? Pour savoir si c'est une solution, c'est très simple. On va prendre un tableau, d'accord, qu'on va initialiser à 0, et on va parcourir le premier ensemble. Chaque fois qu'il y a un 1, on va placer un 1 dans ce tableau-là. C'est tout. Ensuite, quand on va regarder le deuxième ensemble, s'il y a un 1, on va mettre un 1. D'accord? Et donc, forcément, le tableau qu'on va obtenir à la fin correspondra à l'union des ensembles. S'il existe un 0 dans ce tableau-là, c'est que ce n'est pas une solution. Sinon, c'est une solution. Alors, étoile, solution temporaire, d'accord? Et alors, cette fois-ci, on va avoir un tableau
qu'on va allouer avec combien de cases dedans, autant qu'il y en a dans votre univers. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va d'abord initialiser le tableau avec des zéros. Donc pour j égale 0, j inférieur à mat.largeur, solution TMP de j est égale à 0. OK? Ensuite, on va parcourir chacune des cases du tableau temp qui contient la décomposition en base 2. Pour chacune de ces cases, s'il y a un 1, on va parcourir dans la largeur les cases de la matrice qui correspondent. Donc, j inférieur à mat.hauteur si du coup temp de j est égal à 1, alors, et là on va modifier, on va rajouter la ligne qui correspond dans notre tableau solution TMP. D'accord? Donc, encore une boucle imbriquée, donc pour k égale 0, k inférieur à mat.largeur, d'accord, on parcourt chacune des colonnes de la ligne qui correspond, donc chacun des éléments de votre univers qui correspond dans le sous-ensemble. Mat.largeur, k++, si mat.mat, donc, alors là, on parcourt la ligne, d'accord? Donc c'est bien K, et sur quelle ligne, sur quelle ligne on se situe? On est sur la ligne J. Solution temp de K égale 1. D'accord? Ça va cette opération ou pas? Ouais? Voilà. Donc, pour chacune, on prend la décomposition en base 2 de notre entier, qui correspond à une succession de 1 et de 0 pour chacun des sous-ensembles de S. Pour chacun des sous-ensembles de S, on aura donc dans notre décomposition une valeur soit 0, soit 1, qui veut dire je prends ou je ne prends pas. Si on prend, alors on va ajouter dans notre solution temporaire tous les éléments. Et même s'ils sont déjà, on les remet. Voilà. À la fin, une fois qu'on a parcouru tout ce truc-là, pour chacune des valeurs 1 dans notre décomposition en binaire, eh bien ici, on va reparcourir notre ensemble solution TMP. S'il existe un 0, c'est que ça n'est pas une solution. Inférieur à mat. Point largeur, pour le coup. Là.
Donc ici, si jamais flag vaut 0, c'est qu'on n'a pas rencontré de 0 dans notre ensemble, et ça veut dire que notre ensemble est bien une solution. Bon, j'espère que je ne me suis pas planté dans tout ça. Alors, flag, je le déclare et je relance. Ah oui, j'ai K aussi. On a un gros problème, les gens. Alors, est-ce que tout est solution ou pas? Oui, j'ai oublié de réinitialiser, c'est ça? Non, en fait, quand vous vérifiez s'il y a un 0 dans un tableau solution thème, Oui. vous avez donc ça peut oublier une solution thème. Ah là là. C'est de J. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais, alors ça en plus j'aurais mis du temps à le trouver. Donc voilà. Donc vous voyez que voilà, donc là ça marche. Bon, effectivement, hein, c'est normal que si on prend tous les sous-ensembles, bah, on a une solution. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est bon, on va terminer pile dans les temps, c'est de trouver la solution de taille minimum. On est d'accord? Alors, quand on regarde les solutions, regardez, ça c'est une solution parce qu'on va prendre cet ensemble-là, celui-là et celui-là. Donc on va prendre 3 ensembles. Si on remonte un peu, parce qu'il y en a un ou il n'y en a que 2 là. Bon, en tout cas, si on prend ici, regardez, là, j'ai une solution, mais je prends 5 ensembles. Donc c'est plus. En fait, la taille de la solution, c'est le nombre de 1 présent dans notre tableau de décomposition. Donc on a juste à compter ça. Le nombre de 1, c'est la taille de ma solution. D'accord? Et ce qui est génial, c'est que comme on fait une énumération, une décomposition à partir d'un entier, là, vous voyez, cette solution-là, ça correspond à l'entier 55. On a juste à se rappeler de cet entier-là. C'est l'entier 55, la solution optimale. Enfin, la solution qu'on garderait à un instant donné. Donc, on va compter le nombre de 1 dans notre décomposition à base 2. Si c'est une solution, on va regarder est-ce que le nombre est plus petit que la solution optimale rencontrée jusqu'à présent. Si c'est le cas, on met à jour cette valeur-là et on dit je me rappelle de l'entier dans lequel j'étais. Et donc à la fin, on aura la taille de la solution optimale et l'entier qui correspond. Alors, donc au début, on va voir taille sol opt et num sol opt qui vont contenir la taille optimale et le numéro de la solution. D'accord? Donc au départ, évidemment, on va initialiser tout ça, alors -1, et puis ça, on va mettre à... bon, je vais très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais à une très grosse valeur. D'accord? Normalement, il faudrait mettre à une valeur supérieure juste à la taille de S, et comme ça, vous savez que ce n'est pas une bonne solution. Hein. Voilà. Alors, ici, on va en profiter pour calculer, vu qu'on parcourt déjà toutes les cases du tableau, temp, pour compter la taille de la solution. Donc taille TMP
taille TMP égale 0. Et si temp de J est égal à 1, taille TMP plus plus. Voilà, donc là on compte le nombre d'éléments dans notre solution courante. Et ici, si c'est une solution, si taille TMP est plus petit que taille solution optimale, alors taille solution optimale égale taille TMP, il faut que je l'ajoute, et je l'ai appelé comment? Num, j'ai oublié le nom, et num sol opt. Ah oui, j'avais pas mis ça. Et taille TMP. Voilà. Num sol opt égale I. D'accord? Parce que c'est l'entier qu'on est en train de parcourir. Voilà, voilà. Donc on a la taille, voilà. Printf. Solution optimale. 2 points, %d, taille, %d, avec, ici on va mettre num sol opt et taille sol opt. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. C'est printf, print c'est en Java, effectivement, en Python je veux dire. Solution optimale, taille 21, taille 3. Alors on va aller à 21. Et ça, c'est la première solution qu'on rencontre avec une taille 3. D'accord? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'est la première qu'on rencontre. OK? Alors après, bien sûr, si la question c'est d'énumérer toutes les solutions de taille 3, là, bon, là, je n'ai pas le temps de le faire, mais il y a plusieurs solutions. La première, c'est de parcourir les ensembles. Pour chaque décomposition en base 2, s'il n'y a que 3 valeurs 1 dans notre décomposition en base 2, alors on relance la machinerie pour voir si c'est une solution. Si oui, alors on l'affiche. Comme ça, on est sûr d'énumérer toutes les solutions de taille 3. Le problème, c'est que ça nécessite un temps qui est exponentiel en taille des données, et ça, c'est une très mauvaise pratique que de répéter les opérations à ce moment-là. Alors, on pourrait maintenir un tableau qui contiendrait toutes les solutions. D'accord? Alors, le problème, c'est que, malheureusement, vu que le nombre de solutions potentielles est exponentiel en taille des données, ça veut dire que, potentiellement, si tous les entiers correspondent à une solution, ce qui est possible, ça dépend du problème, il nous faudrait une taille en mémoire qui serait exponentielle en la taille des données. En pratique, bien sûr que non. Hein. En pratique, le problème, c'est de trouver une solution. Si toutes les solutions potentielles sont des solutions optimales, c'est que votre problème n'est pas très difficile et voilà. D'accord? Mais en toute théorie, on est obligé d'envisager ce cas-là où toutes les solutions seraient des solutions optimales et donc vous auriez un nombre de solutions qui serait exponentiel en la taille des données. Donc vous utiliseriez une quantité de mémoire qui est bien trop importante. En pratique, vous voyez qu'on n'a pas tant de solutions que ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir un tableau d'une certaine taille
à chaque fois, vous ajoutez des éléments dans ce tableau-là. Et puis, si jamais vous avez trop d'éléments, si jamais vous trouvez une solution de taille plus petite, alors vous réinitialisez votre tableau et vous recommencez. D'accord? Ça, je pense que c'est le plus raisonnable si vous souhaitez énumérer toutes les solutions optimales. Ok? Voilà, alors c'est terminé pour le problème du set cover. Je reprendrai cette machinerie qu'on a mis en place pour vous montrer le set packing. Parce que le set packing, contrairement au set cover, on va pouvoir utiliser une méthode justement pour explorer toutes les solutions qui serait un peu plus intelligente que juste énumérer comme ça. On va faire un arbre de décision. Alors là, je vous spoil un peu sur le cours de recherche opérationnelle, justement, où on verra les arbres de décision, mais au moins en algo, vous aurez l'occasion de le coder, cet arbre de décision, donc ça sera quand même plus sympa. Et après, on reverra en cours, parce qu'on sera mutualisé avec les L3 maths, donc je serai obligé de le refaire, mais du coup, vous l'aurez déjà vu, donc vous serez encore un peu mieux, donc tant mieux pour vous. D'accord? Voilà. Alors, vous avez vu, hein, moi, comment je code. Je ne suis pas un codeur de grand talent, c'est pas le souci. Moi, je suis plus algorithmicien, donc je me foire souvent. Mais le plus important, vous voyez, c'est vraiment la manière dont vous abordez le problème que vous souhaitez coder. Si vous y allez en mode foufou, je sais tout faire et tout ça, vous êtes sûr de vous planter. Vous devez toujours avoir du recul. Et vraiment, l'expérience et le recul, quand vous développez, c'est le plus important. La technique, on s'en fout un peu parce que vous allez très vite vous rendre compte des problèmes que vous générez parce qu'il y a le compilateur qui est là, parce que, voilà. Le nombre de fois, moi, où je me trompe entre print et printf parce que je code à la fois en Python et en C, c'est tout le temps. Et je me trompe dans les syntaxes, voilà. Mais par contre, les mécanismes sont là. Donc après, c'est pas les mêmes. Voilà. Bon, par contre, il y a des bugs qui sont graves et qui sont longs à trouver. Heureusement que votre camarade, elle était là parce que le coup d'oublier les indices du tableau, vous avez vu que là, c'était un petit peu délicat. Mais du coup, ça a été instant, donc très bien. Voilà, allez, on se retrouve en TD.